Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur le bon MJ. Dans cette vidéo, d'Ancré Pixel, je vais vous montrer un jeu qui est juste une énorme claque que je découvre, que je viens de terminer une première lecture des règles, création de personnages, etc. J'ai pas lu tout le livre. Ça fait ouais 2-3 heures que je l'ai découvert. Juste incroyable. J'ai vraiment... Des fois, il y a des trucs comme ça, vous vous dites, mais comment je peux passer à côté d'un jeu comme ça? En fait, c'est tellement triste de se dire qu'il y a des jeux ultra stylés qui sont pas hyper connus, quoi. Bon, après, encore une fois, je n'y ai pas joué. Donc, qu'est-ce que ça donne en jeu? J'en sais rien, mais rien que le world building et les illustrations sont ultra badass. Est-ce que vous vous êtes déjà dit, j'aimerais bien être un cowboy et un chevalier en même temps? C'est ça le but du jeu. Bon, comme ça fait un peu cheap, donc je vais vous montrer. Ce jeu s'appelle Inevitable A Doomed Arthurian Western. C'est un jeu où on est dans un univers de fantasy qui s'appuie sur une époque de mythe comme celle du roi Arthur, dans laquelle le royaume de Mythe, le royaume s'appelle Mythe, est condamné à la destruction. Les prophètes ont annoncé cette destruction et on joue un groupe de héros qui doivent essayer d'empêcher ça. C'est fantasy, mais c'est dans une esthétique de western. Donc c'est juste trop stylé en fait. C'est trop stylé et le système a l'air ultra stylé. Alors, il faut vraiment que je teste ça. C'est l'enchaînement en ce moment des systèmes un peu originaux mais que j'ai envie de tester. Donc, voyons voir ce qu'il a un peu dans le ventre. Déjà, artistiquement, c'est vraiment cool. C'est pas ça qui m'a attiré de prime abord parce qu'en fait, il y a pas tellement de trucs sur internet sur le jeu, donc j'avais pas vu 50 000 illustrations. Je crois que j'ai vu ça sur une vidéo YouTube dont j'ai oublié le nom, genre un truc qui présentait des jeux, bref. Genre un top jeu, je sais pas quoi. Et c'est vraiment stylé à l'intérieur, donc ça fait plaisir aussi. Et on va vraiment avoir un world building. Et on nous dit donc, les chevaliers et les magiciens ont défendu le royaume de Mythe pendant des siècles, ont connu la paix et la prospérité, mais bientôt, il n'y aura plus de royaume. Les prophètes ont déclaré que la cité va brûler et que Mythe va tomber. Tous ceux qui servent le roi mourront. C'est inévitable. Mais vous devez affronter le destin. Mythe ne tombera pas tant que vous tiendrez bon. Vous échouerez, mais tant qu'il y aura des histoires, on les chantera pour vous. C'est juste une dinguerie. Déjà, je prends mon temps. Les thèmes, je les trouve hyper stylés. Déjà, ce que ça m'évoque un petit peu, c'est une sorte de Genesis, quoi. Il y a un truc d'apocalypse, il y a un truc de la fin d'une ère que j'adore. Il y a un côté en plus avec le décalage médiéval et western cowboy qui crée une ambiance que je trouve stylée, un peu gonzo, mais qui se prend au sérieux, quoi. C'est pas juste on met des aliens, des robots et ça part dans tous les sens. C'est super dark, ça a l'air super sombre et tout. Ça va jouer sur des vertus, sur qui sont vraiment les personnages au fond. Donc ça peut faire penser, je sais pas, à du L5R, etc. Même si le système est beaucoup plus narratif et moins dans la gestion du conflit que dans le fait de raconter une histoire. On va avoir des chevaliers avec des codes de l'honneur. Les magiciens ont aussi un code de la magie qu'ils doivent respecter, etc. C'est des règles du world building, pas forcément mécaniques. Et un autre truc qui est ultra stylé, c'est que globalement, le thème central, c'est les mythes et les histoires. Et donc, nos personnages, en fait, vont être définis par leur réputation. C'est comme ça qu'on crée notre personnage en choisissant ces différentes réputations. Ce qu'on dit de lui, en fait. Et ces réputations vont pouvoir être utilisées par le MJ contre nous ou par nous contre l'adversité. Aussi, un truc que je trouve vraiment stylé, c'est que les mythes sont vrais, en fait. Par exemple, dans le world building, le fait que les prophètes aient dit quelque chose, c'est vrai. Si on commence à vénérer quelque chose, ça devient un dieu. Ça, c'est des idées que je traîne, que j'adore mettre à chaque fois, moi, dans mes settings et tout. Et là, c'est implémenté, donc je kiffe de fou. Il y a le truc, alors on joue pas en solitaire, on a un groupe de chevaliers, mais il y a vraiment un sentiment de solitude, même si c'est pas un jeu où on va tout le temps être tout seul, on va pouvoir tisser des liens, avoir des contacts, etc. L'univers, c'est un grand désert et tout, donc on va avoir ce petit truc à un moment donné, peut-être introspectif, où on se retrouve seul à des bornes de la civilisation et tout, que je trouve ultra cool. C'est un jeu qui a des content warnings parce que ça peut aller loin, donc bien sûr vous pouvez mettre vos propres lignes et voiles, etc. Mais le jeu en lui-même vous dit qu'il y a quand même des trucs violents, quoi. Enfin, la mort, la violence, le cannibalisme, la nécromancie, la dépression, les trucs un peu de gros bourrins, ils sont là, quoi. Moi, j'aime bien un peu ça, je dois admettre. Même si j'aime bien faire des contrastes avec ça. Bon, là, je sais pas si c'est un jeu qui, à moins que les joueurs s'y mettent, à essayer de créer des moments de beauté et de douceur. C'est pas un jeu qui y invite forcément, mais bon, après, vu que c'est relativement narratif, chacun y mettra du sien. Donc, Inévitable est un jeu de fantasy western. Il a toutes les caractéristiques d'un royaume de fantasy. Des chevaliers, des magiciens, des dragons, mais une esthétique western avec des déserts, des chapeaux de cow-boy et des revolvers. Tout ce qui existe dans un univers de fantasy ou dans un univers de western devrait exister quelque part dans cet univers. C'est-à-dire que faut pas commencer à se dire
c'est de la fantasy avec des pistolets. Non, c'est vraiment de la fantasy avec du western. Faut pas se dire, c'est des cow-boys et ces cow-boys appartiennent à des ordres de chevaliers. Non, il y a vraiment des ordres de chevaliers avec des chevaliers qui ont des revolvers badass là et des épées. Le jeu se place au dernier jour avant qu'une apocalypse s'abatte sur une société conservatrice décadente. Mais c'est aussi post-apocalyptique. Parce que avant Myth, d'autres civilisations se sont effondrées. Malgré l'effondrement de leurs structures et institutions, leurs peuples et leurs histoires persistent. Et il en sera de même pour Myth, notre royaume qui va s'effondrer, car la prophétie le dit. Des reliques des anciennes technologies peuvent être trouvées, particulièrement dans les spires irradiés de Hubris ou dans les ruines d'acier de Carcasse et entre les mains des magiciens. Ultra badass. Ça fait un peu penser à Dead Genesis, le décalage technologique. Si Myth, le royaume dans lequel on est, c'est plutôt des cow-boys, etc., on va peut-être voyager dans des endroits où il y aura d'autres technologies. Vous verrez après avec les artworks, on a un bateau en plein milieu du désert, genre un bateau, mais genre paquebot, quoi. Il y a vraiment des trucs ultra stylés. Le royaume de Myth. Myth est une civilisation qui est en train de s'effondrer. Elle est dirigée par un jeune enfant roi depuis la mort de son père, mort lors de la bataille des Champs Violets, les Violet Fields. Le royaume de Myth est servi par deux ordres. L'ordre des errants, donc les chevaliers qui défendent Myth et ses institutions, et l'ordre mystique, une cabale de magiciens soumise à la couronne. Le peuple de Myth aime les histoires et le royaume a une grande tradition orale maintenue par les conteurs. Le peuple accorde également beaucoup d'importance à l'honneur et adore ses chevaliers et leurs histoires. La magie vient des deux lunes de ce monde, Constance et Ezra. Certaines chansons racontent qu'une troisième lune oubliée ou cachée aurait pu exister, une lune ensorcelée. Les éléments, les concepts et les gens ont tous des noms secrets. J'adore le concept de noms secrets. Il y avait ça dans Beyond the Wall, enfin il y a ça dans les contes de Terre et Mer. J'ai mis ça un petit peu dans la Shadow March. Enfin, j'adore ce concept. Donc tout a un nom secret et avec un ancien langage appelé la vieille langue. Les magiciens peuvent appeler ces noms pour créer des sorts et prendre le contrôle des esprits. Et lorsqu'on vénère et qu'on fait des sacrifices au nom d'un de ces noms, justement, de ces noms de pouvoir, cela peut créer des êtres demon-like, démoniaques, en tout cas des consciences qui peuvent devenir des dieux. Ceux qui voient l'avenir sont des prophètes. Leurs visions sont inévitables et inaliénables. Quand les gens apparaissent dans des prophéties, ils reçoivent un titre qui est utilisé à côté de leur nom, etc., etc. Je vais pas vous faire tout le pitch, mais on a vraiment un bon coup d'œil en 4 pages là sur les grands concepts qu'il faut connaître, qui est d'ailleurs recommandé de partager à vos joueurs, ça ils peuvent le savoir. Et ensuite c'est un jeu avec tout un lore. Alors il y a qu'un livre, hein, je crois que c'est un livre qui est censé s'autosuffire. Parce que effectivement il y a un autre truc que je trouve assez stylé dans ce jeu, c'est que c'est un jeu narratif, mais c'est un jeu narratif Play Toulouse par défaut. C'est un jeu fait pour Play Toulouse, puisque on ne pourra pas sauver le royaume. J'ai cru voir qu'il y avait des petites possibilités dans le guide du maître du jeu, mais qui doivent sûrement rester secrètes pour les joueurs, donc je vais pas trop m'étendre là-dessus. Mais globalement, les joueurs, le pitch, c'est que le royaume va s'effondrer et qu'on va se battre jusqu'au bout, sachant que c'est pas non plus la destruction du monde, hein, comme on l'a vu avant. Nos personnages pourraient survivre à la chute du royaume, etc. Mais la campagne consiste à défendre le royaume jusqu'à ce qu'il s'effondre. Et donc, c'est narratif, c'est Play Toulouse. Et vous allez voir que le Play Toulouse est inclus dans la mécanique, mais genre à 100%, en fait. C'est complètement assumé. C'est pas genre conseil, faites du Play Toulouse. Non, c'est le but du jeu. Et en plus, ce qui est ultra stylé, c'est que il y a une condition de victoire-défaite, entre guillemets. En fait, le jeu va se structurer en un enchaînement de quêtes. Je vais me remettre en plein écran. Il va y avoir un enchaînement de quêtes. Chaque session représente à peu près une quête. Grosso modo, la campagne, elle commence à un point A, elle va se terminer à un point Z qui va être, je sais plus comment ça s'appelle, la chute, quoi. La quête finale, le endgame. Ok. Le endgame, c'est la destruction du royaume. On va avoir des différentes menaces, des dooms. Donc je sais pas comment se traduit doom. C'est la fatalité, je pense, quelque chose comme ça. La perte, la condamnation, destinée. Il y a pas la ruine. Il y a pas vraiment le destin, mais il y a aussi destiny. Donc en fait, il y a, voilà, c'est un mot un peu bien anglais, j'ai l'impression quand même. Bon, vous avez compris le truc. On va avoir des sortes de grandes quêtes de doom. C'est des grosses menaces qui menacent le royaume, c'est ce qui pourrait faire s'effondrer le royaume. Avant de pouvoir résoudre une quête de doom, qui est, on va dire, le climax total d'une menace, on va devoir rassembler petit à petit des forces en faisant des quêtes intermédiaires avant d'arriver à cette doom, en fait. Il nous est proposé aussi, si on veut rallonger une campagne, etc., sachant qu'on peut pas forcément trop prédire la durée d'une campagne, puisqu'en fait, on pourrait perdre très vite. La campagne peut s'arrêter très tôt et on recommence. Il y a un côté, vraiment, on peut perdre la campagne, quoi. On peut aussi faire des sessions où on veut faire une petite quête parallèle qui n'affecte pas vraiment les quêtes de Doom. Mais sinon, voilà, la structure principale, c'est genre
les quêtes de Doom, avec à chaque fois des étapes pour arriver jusqu'à la bataille finale de cette quête. Et chacune de ces quêtes de Doom, en fait, a le potentiel de détruire le royaume. Et en fait, grosso modo, si on parvenait à gagner les 6 quêtes de Doom qui sont proposées et détaillées, c'est ça qui est stylé, qui sont détaillées dans le bouquin, le MJ pourra en créer de nouvelles, etc. Et de ce que j'ai lu, en fait, il n'y a pas vraiment une quête finale, mais toutes les quêtes de Doom ont le potentiel d'être une quête finale, parce que les menaces ont un niveau de menace, en fait. Donc, dans chaque quête individuelle, par exemple, dans votre session, vous enquêtez sur, je sais pas quoi, un truc, ou vous recherchez un artefact, je sais pas quoi, il va y avoir une menace à la fin, un climax que vous allez devoir affronter. Pendant toute la partie, en fait, cette menace va pouvoir augmenter. Et en fait, les quêtes de Doom, c'est plus des sortes d'horloges, si vous voulez. C'est des menaces qui durent pendant toute la campagne et qui peuvent monter à toutes les séances. D'ailleurs, si elles peuvent être simultanées, ça veut dire que si vous vous occupez d'une de ces menaces et pas de l'autre, l'autre elle peut monter, etc. Et à tout moment, si une de ces quêtes de Doom arrive au niveau max de menace qui est 18, eh bien, on déclenche un endgame. Et un endgame, c'est une sorte de bataille épique où honnêtement, les chances de s'en sortir sont très faibles et surtout, les chances de s'en sortir sans payer le moindre prix, sans coût, sont inexistantes, il me semble. Où il y a peut-être une chance sur 6, j'ai pas fait les maths, mais vraiment, ces batailles-là vont forcément nécessiter un énorme sacrifice. C'est un peu, voilà, j'ai pas envie de vous faire la lecture de toute la mécanique. J'espère que vous comprenez un petit peu, avec mon explication, l'ambiance. Et en gros, voilà, chaque session devrait correspondre à une quête et se structurer entre un setup, donc c'est-à-dire une petite scène d'exposition, le build-up, durant lequel on va faire des challenges, en fait. Donc, les challenges, c'est une mécanique, c'est une sorte de système, il y a un système de résolution pour les challenges. Et en fait, quand on fait des challenges, notre but, c'est de les remporter, bien sûr. Parce qu'en remportant des challenges, on va accumuler des tokens qui vont nous aider lors du showdown. Le showdown, c'est la fin d'une quête, donc la fin de la session. Avec ces tokens, on va pouvoir faciliter, en fait, la victoire lors du showdown. Donc, vous voyez que les illustrations sont quand même badass. Voilà, c'est ça que je vous expliquais, je vous remonte vite fait. Parce que ça, c'est vraiment quand même le cœur du jeu, donc on peut prendre le temps un petit peu pour que, voilà. Donc, on a les World Quests. Donc ça, c'est vraiment l'idée que c'est des quêtes secondaires. En fait, ça devrait prendre une session de jeu, c'est si on a envie de faire un peu des spin-offs, de montrer des trucs sur nos personnages, des flashbacks, il y a plein de trucs à faire avec des World Quests. Mais sinon, en fait, le principal truc, c'est les Doom Quests. Il y en a 6. Il y a 6 prophéties de la chute du royaume, en fait. Chaque Doom est une menace. Pour accomplir une quête de Doom, il faut accumuler des Doom tokens qu'on gagne en faisant des quêtes. Alors, The Fall Quest, je vous avoue que il y a 2 termes un peu, c'est pas très clair pour moi, mais si ça vous intéresse, vous lirez. Ensuite, on a les quêtes intermédiaires qui nous permettent d'accumuler des Doom tokens pour nous aider à faire la Doom Quest. Et durant justement ces quêtes intermédiaires, on fait des challenges qui nous permettent d'accumuler des tokens qui nous permettent de gagner le showdown, donc la bataille finale entre guillemets de cette quête intermédiaire. En fait, on a une sorte comme ça d'escalier de quêtes dans lesquels on gagne des tokens. La quête de la chute est d'empêcher la chute, justement, du royaume de Mythe. Ce showdown, donc le showdown, c'est le truc qui a lieu à chaque fois à la fin d'une quête, et la dernière confrontation de la campagne entre les forces de Mythe et l'ultime Doom qui menace le royaume. C'est finalement, cette quête, la quête de toute notre campagne. Comment ça marche un petit peu les règles? Notre personnage va être défini par des réputations. Donc je vais vous montrer la fiche de personnage tout de suite. Paf, paf, paf. C'est quoi cet endroit? J'ai pas encore lu ça. You fight for all this and more. C'est ultra évocateur, regardez. Là, on dirait des Mandaloriens. Trop stylé. Oula. Donc la fiche de perso est plutôt simple. On va avoir des capacités spéciales, mais qui honnêtement sont beaucoup plus narratives qu'autre chose. En fait, vont nous permettre de décrire des trucs. On va avoir des équipements qui, eux, peuvent nous aider durant les challenges. On va avoir des contacts, des deeds, donc des 2d6 plus deeds, vous vous souvenez ou pas? Des deeds qui sont des accomplissements. On va avoir des rivaux, tout ça. Et en fait, grosso modo, il y a la grande majorité des choses n'a pas d'impact mécanique direct. C'est narratif. Ce qui vraiment va avoir de l'impact, ce sont nos réputations. Donc de base, on commence avec 3 réputations. Une liée à nos contacts, une liée à nos accomplissements et une liée à notre rival. Et en général, les 2 premières, le contact et l'accomplissement, c'est des trucs plutôt positifs sur nous, alors que la réputation que nous donne notre rival, c'est en général pour justement nous donner une mauvaise réputation. Il va y avoir des classes, etc. Mais encore une fois, les classes ne vont pas forcément changer notre gameplay mécaniquement parlant. Ça va beaucoup plus être par rapport à notre roleplay. Les classes sont assez détaillées dans comment on peut les roleplay. Il y a plein d'idées différentes pour créer notre personnage, etc. Et en soi, la mécanique de résolution du jeu est unifiée, on va dire. Il n'y a pas 15 000 mécaniques en plus. Donc comment ça marche? En fait, on va avoir des réputations. Si on a une réputation utile lors d'un challenge, elle va nous ajouter un D6 parce qu'en fait, c'est un jeu où on va acheter uniquement des D6. Si on a une réputation qui, au contraire, pourrait nous embêter dans un challenge, on va perdre un D6.
Et nos réputations vont pouvoir être changées, gagnées et retirées par des coups et conséquences, etc. lors des showdowns, alors que notre personnage va évoluer. Lorsqu'on va choisir notre classe, en fait, on va avoir plein de trucs qui vont nous être proposés archétypaux pour créer notre réputation, un peu nos mots-clés, etc. Donc ça donne un cadre. On a, comme je vous disais, une réputation négative. Cette réputation négative, en soi, peut être utilisée positivement par le joueur s'il trouve une bonne idée qu'il arrive à la justifier. Mais dans l'idée, c'est celle que nous a donnée notre rival. Peu importe qu'à la base, notre réputation ait été pensée comme négative ou positive. En fait, c'est au moment où on l'écrit qu'on se dit elle est négative ou elle est positive. Ensuite, on peut l'interpréter de manière positive ou négative. Je sais pas si vous me suivez. Ce qui fait que le MJ, il va pouvoir dire potentiellement qu'une de nos réputations qui est positive, a priori par exemple, je suis honorable, et ben va être négative si j'essaie de faire un truc pas honorable. Donc il n'y a pas un énorme enjeu de player skill, hein, on va pas se le cacher. Comme on le disait, il y a du play to lose, tout ça. Mais en fonction de ce qu'on va vouloir décrire, etc., nos réputations vont pouvoir influer. Les adversaires n'ont pas vraiment de caractéristiques. On nous dit on peut donner des réputations à des adversaires, mais ça n'aura pas vraiment d'impact. Et en fait, ce qui est important de retenir, c'est que lorsqu'on utilise une de nos réputations, on ne peut plus s'en servir jusqu'à ce qu'il y ait un refresh. Il y a deux types de refresh. Et un refresh, c'est après un showdown. Donc, ça veut dire à la fin de chaque session, puisque le showdown arrive en fin de session, normalement. Si on suit toujours cette structure et on fait ce rythme-là, il y aura un showdown par session. Et à la fin de ce showdown, on refresh, on regagne toutes nos réputations. Ça veut dire que le MJ, en gros, va pouvoir utiliser négativement nos réputations qu'une fois par séance. Et nous, on va pouvoir utiliser positivement nos différentes réputations individuellement qu'une fois par séance. Et une fois qu'on aura fait un showdown, on pourra tout réutiliser. On peut avoir des réputations qui sont des conditions comme blessé, etc. Le MJ peut nous les imposer. Et si on trouve un moyen malin, on peut les utiliser positivement. En général, elles sont temporaires. Donc le but du jeu, comme je vous disais, c'est d'accumuler des showdown tokens tout du long de la session qu'on va utiliser pour battre la menace à la fin de la session lors du showdown. Sachant que, au fil de la session, la menace peut elle aussi augmenter. En fait, la menace, si vous voulez, ça commence à un certain niveau, par exemple 6, qui est plutôt bas. Et puis quand on va faire des mauvais jets de dés, en fait, elle va pouvoir augmenter. Donc peut-être qu'à la fin de la session, elle sera passée de 6 à 10, par exemple. Mais nous, en fait, quand on va réussir des jets de dés, au contraire, eh ben, on va gagner des showdown tokens dont on pourra se servir. On verra comment après. Le but, à la fin de la session, ça va être de faire un jet de dés qui, avec des bonus, etc., qu'on verra, va idéalement dépasser le niveau de menace à la fin de la session. Alors, comment ça fonctionne un challenge? Là, on va zoomer. Donc, les challenges, c'est toutes les petites étapes de la session, c'est-à-dire c'est toutes les petites scènes, genre j'enquête, il y a un petit combat, il y a une course-poursuite, ça peut être une scène sociale, j'essaie de convaincre quelqu'un de nous aider, etc., etc. Ça peut être toutes sortes de choses. C'est un des systèmes de résolution. En gros, il y en a deux. Donc le challenge, c'est celui qu'on va faire le plus souvent. Quand un personnage essaye de faire quelque chose de difficile avec un risque, il est temps de faire un jet de challenge. Le challenge peut être un combat, un débat, etc., etc. Pour faire un challenge, établissez les conséquences du challenge, construisez un pool de dés, jetez les dés et regardez le résultat. Conséquences. Qu'est-ce qui est sur la table? Qu'est-ce que vous pourriez perdre si vous échouez? On est dans du play to lose, vous allez le voir au fur et à mesure. Alors c'est mi-play to win, mi-play to lose, vous allez voir. Pour l'instant, quand on est dans le challenge, en réalité, on est un peu plutôt dans du play to win, potentiellement. Mais pas que, vous allez voir. Qu'est-ce que vous pouvez perdre? C'est la question qu'on se pose avant de jeter les dés. La conséquence la plus naturelle, ce serait l'augmentation du niveau de menace dont on parlait plus tôt. Si on est dans une quête intermédiaire, il pourrait augmenter d'un des 3 pour mettre un petit peu d'aléa. Si on est dans une Doom Quest, on devrait le faire monter de 1. Parce que comme la Doom Quest, ça va durer plusieurs sessions pour arriver à la fin, faut pas qu'elle monte trop vite la menace, parce que sinon le jeu est juste impossible. Hein. Vous pourrez jamais gagner, rien du tout. Donc elle monte très progressivement la menace de la Doom Quest. Mais les conséquences n'ont pas forcément besoin de ressembler à ça. Des conséquences appropriées, ça pourrait être des blessures physiques ou de réputation, perdre le support d'un allié, attirer les foudres d'un ennemi, donc des conséquences qui peuvent être narratives en soi. Ça pourrait être de faire augmenter le niveau de menace d'une autre quête, pas celle qu'on est en train de faire. Ça pourrait être aussi le fait, par exemple, d'avoir une réputation négative jusqu'à la fin de la séance que le MJ pourra peut-être utiliser. On décide des conséquences ensemble, et si on trouve pas vraiment de réponse intéressante, qu'on n'a rien à perdre finalement, eh bien, peut-être que ça ne vaut pas le coup que cette scène soit un challenge en fait, parce qu'il faut qu'on ait quelque chose à perdre. On nous dit qu'on peut s'inspirer des coups, c'est un autre terme technique qu'on verra après, pour trouver de l'inspiration. Et donc en fait, on va jeter un pool de D6, on gardera le meilleur résultat, et on verra si il est entre 1 et 3, 4 et 5 ou 6. Si on fait entre 1 et 3, aïe 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 aïe, on souffre des conséquences, genre par exemple la menace augmente, comme on l'avait dit, et en plus on échoue à la tâche qu'on essayait de faire. Donc ça pousse la narration dans un sens, dans un autre. Si on fait 4 à 5, on subit la conséquence qu'on avait déterminée, mais on accomplit notre tâche et on gagne un token de showdown. Si on fait un 6, pas de conséquences et on gagne un token de showdown. Donc c'est plutôt simple. Comment on fait notre pool de dés? On gagne un des 6 si on a une réputation qui pourrait nous aider dans cette situation. On nous rappelle d'ailleurs ici qu'on ne peut utiliser qu'une réputation par refresh. Donc ici j'ai un doute sur est-ce qu'on peut utiliser toutes nos réputations
d'un coup, par exemple, avoir 3 D6 de réputation, on doit en choisir une seule. Je sais pas trop, mais d'un autre côté, je pense que en termes purement méta, c'est peut-être une des pires strates de faire ça. Mais je sais pas trop, ça dépend en fait du nombre de fois où on va acheter les dés. Mais parce que justement, nos réputations, si on doit refaire d'autres challenges après, on n'aura plus aucune réputation à utiliser, quoi. On gagne aussi un D6 si on a une pièce d'équipement qui peut nous aider. Donc à mon avis, même si c'est pas précisé, j'ai l'impression, on peut gagner un D6 uniquement pour chaque source en fait. Si on a une réputation, on a un D6. Si on a 2 réputations, on peut pas utiliser 2, je pense pas. Pareil pour l'équipement. Donc un D6 pour une réputation, un D6 pour un équipement, un D6 si on se met en danger pour résoudre le problème. Dans ce cas-là, si on échoue, donc on fait entre 1 et 3, la menace de la quête augmentera de 1, en plus de ce qu'on avait décidé comme conséquence, quoi. On gagne un D6 si un allié se met lui aussi en danger. Dans ce cas, il subira les conséquences qu'on devait subir avec nous. Donc a priori, c'est plutôt si on a décidé de subir des conséquences narratives. Genre, conséquences qu'il pourrait y avoir, je sais pas, mon arme sera détruite, je serai blessé, bah mon allié sera blessé aussi si il m'aide. Non, plutôt s'il se met en danger pour m'aider. Il pourrait m'aider mais sans se mettre en danger, et dans ce cas-là, on gagne pas le D6. Ensuite, on perd un D6 si on a une de nos réputations négatives qui est entre guillemets invoquée par le MJ contre nous. Il ne peut le faire qu'une fois par réputation. On perd un D6 si on fait une tâche qui est particulièrement dangereuse ou challengeante, du genre combattre un dragon en race campagne sans une armée pour nous épauler. On perd un D6 si on fait face à ce challenge seul, c'est-à-dire qu'on est éloigné de notre cadre. Alors ça, c'est très bizarre comme mot, mais le cadre, c'est le nom du groupe en fait, de personnages. Donc on rassemble nos dés comme ça, et puis ensuite on jette les dés et on regarde le truc. Si on avait 0 dés au moment où on doit lancer les dés, on jette 2 D6 et on garde le pire. Donc honnêtement, on préfère éviter ça. Hein. A priori, à chaque fois, ça doit résoudre un conflit complet, hein, ce truc. Je pense que il faut pas faire 5 G de challenge pour un combat, je pense. Alors peut-être une scène d'action un peu étendue et tout, mais par exemple, il n'y a pas de profil d'adversaire. C'est-à-dire que si on combat des bandits, on fait un jet de dés pour voir si on se défait des bandits. On fait pas un jet de dés par bandit. Ok, le showdown, c'est le deuxième système de résolution. Vous voyez, il y en a 2. Le challenge, on en fait plein par séance. Le showdown, on en fait un à la fin de la séance, parfois 3, vous allez voir. Donc, le showdown, c'est quand on fait face à la fin à notre ennemi une bonne fois pour toutes. À ce moment-là, il faut choisir quelqu'un qui lead. En fait, d'ailleurs, j'aurais dû le dire avant aussi durant le challenge, mais le challenge, c'est qu'un joueur qui jette les dés en fait. Donc à chaque scène entre guillemets, il y a un joueur qui prend le lead. Ça veut dire qu'à la fin de votre session, en fait, celui qui va vraiment détruire l'adversaire, potentiellement, ce sera un joueur en fait. Il y a un côté duel. Donc à chaque session, je pense c'est sympa d'alterner quoi. Même si on peut décrire en parallèle les autres personnages qui font des trucs, etc. C'est lui qui va. Enfin, il y a qu'un joueur qui va jeter les dés pour résoudre le showdown en fait. C'est vraiment ça. Donc un personnage confronte la menace en one-to-one. Le personnage et le MJ négocient un coup. Ensuite, le joueur va jeter le dé et regarder le résultat du showdown. Pour gagner le showdown, il faut que le résultat final soit supérieur au seuil pour un succès. Le seuil est égal à la menace moins tous les tokens de showdown qu'on a gagnés avant. Donc c'est-à-dire, par exemple, notre menace, au fur et à mesure de l'aventure, etc., je sais pas, elle est arrivée à 12, ok. Ça, c'est le niveau de menace. Nous, on a 4 tokens de showdown. Le seuil, il est à 12 moins 4, il est à 8. On va avoir soit un échec, soit une réussite avec coup, soit une réussite totale. Si on dépasse la menace, réussite totale. Si on est entre la menace et le seuil, on a la réussite avec coup. Et si on fait juste le truc du dessous, là, qu'on veut surtout pas faire, bah c'est que le coup. Et puis en fait, la menace, bah elle est toujours là, quoi. Donc pour faire le jet de showdown, on jette un seul D6. On ajoute le bonus du coup et on compare ce résultat au seuil. Alors c'est quoi le coup, en fait? Le coup, c'est un truc qu'on va se négocier et c'est là que c'est un jeu Play de Toulouse. En fait, plus le joueur va être prêt à sacrifier quelque chose, il va devoir discuter du coup avec le MJ, et plus il va être prêt à sacrifier quelque chose, plus il aura un bonus qui lui sera offert par le coup. Donc ça va maximum jusqu'à plus 5. Le coup, ça peut être la mort. On peut se dire, bon, bah, si j'y arrive pas, mon personnage meurt, et du coup, j'ai plus 5. Mais c'est pas aussi simple. C'est pas juste, j'ai une petite égratignure, j'ai plus 1 et plus 5. Non. Le but, c'est que ce soit un jeu qui crée du drama, qui crée de l'histoire. Et donc, en fonction de la scène, ce sera pas pareil. C'est-à-dire que si mon personnage meurt en début de campagne, peut-être, en termes de drama, de poids, etc., c'est peut-être pas si ouf que ça, en fait. En fin de campagne, ça commence à être un peu plus stylé. Il pourrait avoir, voilà, une blessure très lourde, ou il pourrait avoir plein d'autres conséquences, genre toute la ville sera détruite. Ça peut être une conséquence. Ou alors, je serais maudit. Je serais obligé de rompre un serment que j'avais fait, par exemple, ne jamais utiliser ce sortilège pour parvenir à le battre. Le coup, ça peut être plein de choses. Ça peut être la perte d'un allié. Vous voyez, là, il y a plein d'exemples, c'est ça qui est cool. Ça peut être, comme on a un truc avec des prophéties qui s'auto-réalisent, etc., il peut y avoir plein de trucs. Ça peut être, si je tue cet adversaire, son amant ou sa maîtresse mourra de chagrin, et sa maîtresse
c'est, j'en sais rien, moi, c'est la reine ou c'est une de mes amies. En fait, il y a une sorte de drama comme ça. En fait, je combats l'amant d'une de mes alliées parce qu'il est maudit, parce que j'en sais rien. Ça peut être plein de choses. Elle ne me le tel personnage ne me pardonnera jamais ça, ou alors l'histoire qu'on va raconter de cette bataille va me couvrir de honte. Des gens vont raconter en fait que j'ai frappé mon adversaire dans le dos, ce qui est faux, mais c'est une conséquence dramatique qui est suffisante potentiellement pour gagner des points, pour avoir plus de chances de réussir le showdown en fait. Donc on peut vraiment discuter du coup, et ça mérite discussion. Je pense que ça peut prendre quelques minutes quand même, parce que c'est le truc de la fin de séance, quoi. Et c'est là où il y a du play to lose. C'est-à-dire que vous allez devoir réussir à vendre votre truc comme assez dramatique et sombre, etc. Donc, vous mettre en péril votre personnage pour gagner les points qui vont vous donner le plus de chances de réussite. Voilà, là, on a le petit schéma. On calcule le seuil, c'est menace moins showdown tokens. On jette un D6 plus le bonus de coup. Donc il n'y a aucun autre truc qui rentre en compte. Hein. C'est-à-dire que là, nos réputations, nos objets, etc. ne comptent pas. Tout ça, ça sert pendant les challenges, ça sert pendant toute la partie. Lors du showdown, finalement, entre guillemets, peu importe le personnage qui va faire le showdown. Quoique, si y a un personnage qui semble être beaucoup plus dramatique pour ce showdown et avoir potentiellement le plus de trucs à perdre dans cet affrontement, le plus d'enjeux dans cet affrontement, il aura peut-être plus de facilité à négocier un coup intéressant scénaristiquement, j'ai envie de dire, que celui qui a un peu rien à voir avec l'adversaire qu'on essaye d'éliminer. Mais en gros, les capacités, etc., intrinsèquement des personnages n'entreront pas en compte. Si je fais plus que le niveau de menace, je paye pas de coups, on bat la menace, on a sauvé le royaume, pour le moment. Si je fais entre le seuil et le coup, je subis le coup. Si je fais entre le seuil et la menace, je subis le coup. Mais je sauve le royaume pour le moment. Et en fait, il y a quand même un truc qui fait que un showdown classique, c'est pas non plus impossible. Enfin, c'est pas non plus un conflit pour savoir si on va perdre définitivement la campagne ou quoi. Puisque si on fait un truc inférieur au seuil, on subit le coup. On gagne un token de showdown et on peut choisir de nouveaux coups pour réessayer. Et là, c'est un autre personnage qui peut prendre notre place et le combat continue. Genre, je sais pas, je me suis fait couper un bras ou mon courage est brisé, mon arme est brisée, je peux plus me défendre, je suis inconscient, nanana. Un autre joueur peut essayer avec un petit peu plus de chance parce qu'il aura un showdown token supplémentaire, mais il va devoir reposer des nouveaux coups pour retenter le jet. Donc, je pense que vous avez à peu près compris. On a quasiment fait le tour de toutes les mécaniques. Pour ceux qui en avaient rien à foutre, ensuite on va scroller un peu dans le bouquin pour voir ce qu'il y a dedans. Mais regardez-moi ces illustrations. Oh my god, badass shit. Ok. Donc le coup, voilà, on a expliqué. Là, on a un exemple de quête complète. Il y a des exemples qui sont vraiment cool, qui sont bien complets. Ensuite, on a le endgame. Donc le endgame, ça se déclenche dès lors qu'il y a le niveau de menace d'une quête de Doom qui est arrivée, d'une menace de Doom, là, je mélange un peu les termes, qui arrive à 18, qui est le maximum. En fait, ça va nous amener à une full quest. En gros, on n'a pas réussi à repousser la menace, etc. Elle est arrivée à son paroxysme. On doit la combattre. En fait, je vous la fais simple, on va devoir réussir 3 showdowns consécutifs. Donc, à des coups énormes, stratosphériques, surtout qu'on nous dit que une fois qu'on est dans ce genre de endgame, les coups ils doivent être lourds, quoi. Souvent c'est la mort des personnages, c'est la destruction d'une ville, c'est nimps. C'est la tour du magicien s'effondre sur le quartier de la capitale. Enfin voilà, c'est what the fuck. On va en devoir réussir 3. Et tant qu'on n'arrive pas à réussir 3 showdowns, on continue jusqu'à ce que potentiellement tout le royaume soit détruit, quoi. Sachant que, vous l'aurez bien compris, vu que le niveau de menace est à 18, il n'y a aucune chance qu'on réussisse sans coup, mathématiquement. On réussit toujours avec un coup, parce qu'on va jeter un D6, au mieux avec 5 de coups. Ça fait que notre dé maximum va faire un 11. Et donc on pourra jamais faire plus de 18. Du coup, il va falloir espérer qu'on ait accumulé quand même pas mal de tokens pour au moins réussir à faire des réussites avec un coup. Sinon, en fait, c'est juste la fin et on raconte la fin, quoi, de la destruction du royaume. Si on survit au endgame, dans ce cas-là, on peut réduire toutes les autres menaces de Doom de 2 et continuer la campagne éventuellement en créant des nouveaux personnages s'il y en a qui sont morts. Donc c'est possible d'arracher la victoire sur une pile de cadavres. Ensuite là on a des petites règles bonus, parce que là on a fait le tour des mécaniques. Hein. Je vous le dis, on a fait le tour des mécaniques grosso merdo. On a des petits trucs bonus, par exemple des trucs pour améliorer notre personnage, pour qu'il gagne des nouvelles réputations, mais c'est vraiment très ponctuel. Hein. Pareil, on peut aussi avoir des bonus, c'est là où il y a du play to lose. Par exemple, on peut avoir des réputations supplémentaires, etc. si on décide d'une prophétie qui annonce la mort de notre personnage, par exemple. Ou alors au contraire, si on veut que notre personnage survive, on peut dire que notre personnage ne mourra jamais. C'est-à-dire que la prophétie dit qu'il ne meurt pas. Dans ce cas-là, on va devoir prendre une réputation genre lâche, égocentré, n'importe quoi qui serait une mauvaise réputation, qui aura permis la survie de notre personnage. Donc il y a vraiment un truc de vertu de chevalier, etc. Et ça questionne tous ces trucs-là, quoi, philosophiquement. Donc c'est stylé. Parce qu'au final,
le fait de défendre le royaume à tout prix, ça c'est pas forcément hyper vertueux, quoi. Puisqu'on nous dit que même si le royaume est détruit, le monde sera pas détruit, quoi. Donc on peut aussi accepter que le royaume disparaisse, sacrifier moins de gens, on peut créer un personnage comme ça. Donc voilà un petit peu, ça c'était les mécaniques. Et maintenant, c'est toujours des mécaniques, on va dire que c'est des soft mécaniques, quoi. C'est genre comment on crée nos réputations et tout. Et c'est là qu'on commence à avoir plein d'illustrations. Si vous aviez arrêté de regarder, que vous en avez plus rien à foutre, vous êtes peut-être déjà parti. Si vous étiez juste là pour les images, c'est maintenant que ça commence. On a les personnages et classes. Donc on a 6 classes, on peut jouer un errant, donc c'est un chevalier, on peut jouer un mystique, c'est un magicien, on peut jouer un godsman, donc c'est un mec qui a une divinité et qui a sûrement des gens qui le suivent, une nuée de gens qui l'écoutent. On a les tail weavers, donc c'est les conteurs, les roamers, plus les rôdeurs, quoi, les vagabonds, et les shadow jack, les ruffians, les mecs qui sont pas des héros et qui peuvent mettre des coups de couteau dans le dos, quoi. Cette illustration est ultra stylée. 3 couronnes pour un cercueil fait sur mesure, avec le méga chevalier à côté. Je kiffe. Donc là on a des tips and tricks pour faire des personnages et ensuite c'est parti. Donc on a le errant, donc on doit avoir à chaque fois plus ou moins la structure, c'est on crée un contact, on crée un truc incroyable qu'on a déjà fait, on se crée un rival. Pour à peu près toutes les classes il y a un truc comme ça, mais à chaque fois un truc qui est très stylé. Ça fait beaucoup penser au jeu que Runehammer fait. Il y a vraiment un univers dans le jeu et c'est en courte expression, c'est pas du lore à rallonge, j'ai l'impression. Et en fait on a tout de suite des personnages qui sont importants, quoi. Par exemple notre chevalier, c'est pas random Gugus, hein. Les chevaliers, je crois, j'avais lu un passage où ils disent qu'en gros, le mec, il a une épée qui a été fabriquée 200 ans avant sa naissance, parce que la naissance du chevalier, c'est déjà une prophétie. Il y a que 200 chevaliers. Voilà. Il y a pas, c'est pas random Gugus, comme on disait. Et donc, il peut être tout de suite lié au roi ou à des personnages hyper importants de la capitale. D'ailleurs, il y a un jeu de cours, etc., qu'on va voir vite fait après. J'ai pas tout lu sur le lore, etc., je me le réserve pour plus tard. Mais bref. Et ensuite, on a des abilities. Alors, les abilities, c'est plus des trucs très ponctuels ou qui n'ont aucun impact mécanique. Par exemple, vous voyez, ici, il y a quand même un petit impact mécanique. Servant of the King, comme ability qu'on a automatiquement si on a un errant. Sinon, on doit en choisir 2 autres parmi celles du errant ou parmi les abilities générales. Il y a des abilities générales après. Et si dans tous les cas, on aura Servant of the King. Et ça fait qu'on va avoir, en fait, une réputation, une des réputations de mythe, donc du royaume. Donc c'est un royaume honnête, noble, ancien, juste, équitable. Bah, on en choisit une et on pourra l'utiliser une fois. Il se refresh que quand on a réussi une quête de Doom. Donc c'est très rare, c'est peut-être 5-6 fois dans la campagne, mais une sorte de truc dont on pourra se servir, voilà, 4-5 fois dans la campagne. Vous voyez, celui-là aussi, il a l'air d'avoir un petit truc mécanique, mais à chaque fois, c'est des petites mécaniques. C'est pas, ça tourne vraiment sur la base du truc qu'on a donné avant. Il n'y a pas vraiment d'inflation mécanique, on va dire. Ce qui peut être un avantage ou un désavantage en fonction de comment vous voyez le truc. Mais je pense que pour les gens qui sont vraiment intéressés par le build ou je sais pas quoi, c'est vraiment pas le jeu, c'est vraiment pas le jeu. Donc après, on a des conseils pour faire une réputation de errant, et puis après, bah voilà, on a la même chose pour chaque classe. Donc on a le mystique. Le mystique, en fait, ce qui est ultra stylé, c'est qu'il a un pistolet runique qu'il a fabriqué lui-même avec une poudre runique qu'il a fabriqué lui-même. Il lance des sorts, il peut se métamorphoser, il est trop badass aussi. Vous voyez là, il y a les Mage Shape, Lore Master. Il choisit différents noms de pouvoir pour faire des combos, pour inventer ses sorts et se donner une certaine saveur. Il va en chercher d'autres et tout. Puis ensuite, on a le Godsman. Donc voilà, tout ça, j'ai pas lu en détail, mais les différentes classes, quoi. Le Tail Weaver, donc un peu le bard et tout. C'est vraiment ultra stylé. Le Roamer, avec son petit snipe là, ou potentiellement un arc. Il a Deadshot. Allez, on va lire Deadshot avec un nom pareil, c'est trop stylé. Vous ne ratez jamais vos tirs. Lorsqu'il s'agit de choisir un flingue ou un arc, vos compétences sont terrifiantes. Si la précision et la vitesse de ces armes peuvent vous aider dans un challenge, gagnez un D6. Donc ça, c'est quand même un petit bonus mécanique, vous voyez. Parce que, en soi, l'équipement peut déjà me donner un bonus, s'il est particulièrement adapté à une situation. Là, potentiellement, je peux rajouter ça en plus d'un autre équipement. Si vous avez le temps d'aligner votre canon pour un tir, il touche toujours, peu importe la distance et les conditions. Donc ça, c'est pas un truc mécanique, vous voyez. Ça veut dire que narrativement, on pourra pas dire que ma balle a raté si j'ai eu le temps de viser. Et on a le Shadow Jack, donc la petite enflure. Ensuite, on a des habiletés générales que tout le monde peut venir chercher. Et ensuite, on a des listes de noms. Ça, c'est quand même assez bienvenu, je trouve. Il y a 200 noms. 200 titres, 200 réputations. Et ça, c'est cool parce que c'est vrai que, comme ça, au débeauté, on aurait pu se retrouver avec, se dire, voilà, toute ma réputation, c'est vraiment des grands classiques. Alors, bon, après, personne n'en a rien à foutre si vous prenez les réputations que tout le monde a pris à sa table. Mais je veux dire, là, il y a quoi de réfléchir à un peu de variété. Bien sûr, c'est cool de rester dans les tropes, mais si on veut se mettre un petit twist, etc., des fois, il y a des réputations qui peuvent être interprétées de manière à ce que notre personnage, il ait, ouais, une petite originalité, un petit truc, tout ça. Donc ça, c'est cool. Ensuite, on a vraiment des trucs d'ambiance, mais qui sont cool pour le jeu. Donc ici, on a, par exemple, les préceptes des idéaux mythiques.
donc du royaume. Donc c'est les préceptes que suivent les chevaliers, c'est un peu l'honneur, etc. Pour aider à jouer un chevalier et aussi comprendre un petit peu l'univers dans lequel on joue. C'est cool que ce soit dans la création de personnages. Et d'ailleurs, j'ai vu quelque part, je sais plus où, qu'il est conseillé, si on veut un peu quand même être dans les thèmes du jeu et tout, d'avoir au moins un errant, un chevalier errant dans chaque groupe de joueurs, quoi. Et je pense que c'est plutôt un bon conseil. Ici, on a un peu le rapport qu'ont les autres classes à ces préceptes de chevalerie, à comment on interprète ces préceptes, différentes manières de le faire à la table. Est-ce que c'est le MJ qui dit si, à la fin ou non si quelque chose est honorable ou pas? Et j'adore, il y a une des options que je trouve vraiment stylée. Après, il faut avoir des joueurs qui ont envie de jouer le jeu, parce que si c'est le mauvais joueur qui fait ça et qui dit que des trucs débiles, ça pète le jeu. Mais il y a une idée que j'aime beaucoup, c'est que ce soit le chevalier errant finalement qui a un peu le dernier mot sur ce qui est honorable ou pas par rapport à son interprétation des préceptes, et que s'il y a plusieurs chevaliers errants, ça je trouve ça super cool, c'est le plus vieux qui a le dernier mot. Ça colle vraiment avec le thème du royaume un peu conservateur de chevalier là avec ses préceptes. Ensuite on a la magie et les chevaux. Et là pareil, tout ça c'est pas forcément mécanique, mais ça nous permet de créer un flingue unique, sachant que les magiciens en fait leur flingue c'est un peu comme leur baguette magique quoi. Aussi, on a une liste de mots à utiliser pour créer des sorts. On a les principes de la magie que doivent respecter les magiciens. Il y a des sorts, des choses qui sont considérées comme interdites, mal vues, etc. Et qui peuvent du coup faire l'objet de coups. C'est-à-dire que par exemple, il y avait un exemple que j'aimais bien, c'est pour arrêter un dragon qui va détruire la capitale, il y a un magicien, il décide comme coup, pour augmenter la puissance de son dé lors du showdown, il dit je vais lancer un sort pour invoquer une armée de morts-vivants, ce qui est complètement interdit et ce qui va faire que en le faisant, je serai banni du royaume. Vous voyez, ce genre de trucs de world building permettent vraiment l'émergence d'idées super stylées dramatiquement quoi. Et ensuite on a des chevaux, tout ça. Ok. Ah là là, les illustrations, les chevaliers là, mais c'est n'importe quoi cette ambiance. Et en fait on arrive ensuite dans la partie MJ que j'ai vraiment pas beaucoup regardé. J'ai juste regardé un peu le début. Donc là, c'est comment lancer une campagne, comment mener à peu près une campagne. Ce qui est sympa, c'est qu'il y a une sorte de trame un petit peu avec des événements, mais que dans l'absolu, sinon, c'est vraiment des trames, pas des scénarios. Et on a du matos. En fait, il y a une campagne. Hein. Il y a une campagne qui peut durer peut-être 6 mois. Ils disent dans les alentours de 6 mois si on joue une fois par semaine et qu'on rallonge pas la sauce, qu'on joue vraiment ce qui est proposé par le jeu. On a des starter adventures. Vous voyez, ici, on a des graines d'aventure, c'est vraiment un paragraphe. Donc ça, c'est vraiment très très court. C'est Starting Adventure. C'est 1, 2, 3. C'est Starting Adventures. Et ensuite, en fait, c'est chaque Doom qui est détaillé. Le Saint Cannibale. Et donc à chaque fois, je vous montre un exemple. Il y a, qu'est-ce que c'est en gros l'idée du truc? La légende. Les thèmes qu'on devrait essayer de mettre en avant quand on fait des quêtes en lien avec ce front en fait. C'est peut-être ça que j'aurais dû utiliser comme terme, c'est des fronts en fait tout simplement. Ensuite on a le cast, donc on a différents PNJ. Et vous voyez ça tient sur une page, c'est pas une succession d'événements qui vient vous bouffer. Ça vous laisse beaucoup de place dans l'interprétation et aussi de la place pour vos joueurs à faire du world building, etc. Ça je pense que le jeu est très très bien fait à ce niveau-là. Je peux pas le confirmer parce que j'ai pas encore bien lu, mais juste en voyant un peu les catégories comme ça, je pense que c'est assez stylé. Donc on a des exemples de ces terribles pouvoirs de sorcellerie. On a comment fonctionne plus ou moins l'escalade de cette menace. Les leads, donc c'est les différentes accroches qu'il pourrait y avoir, les trucs qu'on pourrait essayer de faire pour affaiblir cette menace avant d'aller l'affronter. Et ce qui se passera si on n'arrive pas à arrêter cette menace. Et à chaque fois, on a ça. Ça fait très... par endroit, ça fait très Darkest Dungeon. Donc ensuite, on a la tour des magiciens, qui est un autre truc. Le Brise Throne, etc. Je vous les passe. Hop. On peut aussi jouer la bataille des champs violets. Ça, c'est assez stylé. Puisque c'est la bataille où l'ancien roi, le père de l'enfant roi actuel, est mort. Et on peut la jouer, ils nous disent, soit en prequel, en tant que session 0, ce qui peut être un truc assez stylé. Il pourrait y avoir déjà certains de nos personnages, mais aussi des PNJ, si nos personnages étaient pas nés lors de cette bataille. Et puis, ils disent aussi qu'on peut la jouer en flashback, en plusieurs fois, par exemple, jouer à plusieurs moments de la campagne des petits bouts de cette histoire passée. Je trouve ça ultra stylé comme idée, que ce soit implémenté tout de suite. Et ensuite, on a les royaumes du mythe. Et là... illustration de beaux gosses. On a un petit truc sur comment mettre en scène les voyages. Alors je sais pas si c'est à proprement parler une mécanique les voyages. J'ai pas regardé si mécaniquement il y avait il y a un petit bug d'affichage ici. Hop là, si je fais ça. J'ai dû relancer le PDF, ça chargeait pas. Donc on a une structure pour les voyages, pour décrire un peu la nature, etc. Donc je suis pas sûr. C'est pas à proprement parler des règles, mais on va pouvoir avoir des challenges dans les voyages, je pense. Donc c'est cool parce que ça nous explique comment mettre en scène le voyage, en fait. Parce qu'ensuite, ce qu'on a... Je vais essayer de me remettre en double page pour s'il y a des belles illus. Hop là. Parce qu'ensuite, en fait, on va vraiment avoir des descriptions de zones. Et ça fait, encore une fois, je trouve fort penser à comment est présenté l'univers de Crown and Skull, de Index Card RPG, de Runehammer. Donc on a les terres de la couronne. Ici, on a des mythes.
ici le royaume de Mythe. Il y a vraiment un world building. C'est pas juste un jeu concept en fait. Il y a l'Acropolis des chevaliers et vous voyez ici, ça c'est les anciens royaumes. Et donc on peut avoir des trucs un petit peu qui viennent marquer vraiment le post-apocalyptique. Et donc on a comme ça donc l'univers qui nous est dépeint. On a une map, ça je regrette que en achetant le PDF j'ai pas une autre map parce que là en fait j'ai juste ça quoi. Je n'ai pas eu de PDF à côté ou de PNG de la map donc je vais devoir extraire et coller les images. Bon c'est pas la fin du monde. Je vais devoir faire des captures d'écran. La map est stylée, très stylée et donc il y a vraiment un univers quoi. Le verdoyant, où il peut y avoir des sorcières et tout. Enfin, il y a vraiment des ambiances de fou, quoi. Là, c'est quoi, ça? Le château dans le ciel. Oh. Mais moi, dès qu'il y a un château dans le ciel, en fait, je craque. C'est trop Ghibli. Enfin, là, c'est Dark Ghibli, quoi. Là, on a un bonhomme dans un bateau avec un oiseau. C'est magnifique. Le domaine de Arts. Ouais, non, il y a vraiment des ambiances. Je pense que juste la lecture de l'univers sera une dinguerie. J'ai vraiment envie de le jouer. Vous savez ce que c'est une vie de rôliste. On ne sait jamais si on va vraiment jouer un truc. J'ai une campagne en cours. J'ai entamé une campagne aussi de City of Winter. Donc j'ai 2 campagnes. Je sais pas si je vais lancer ça à côté. J'ai peur que ce soit pas pour tout de suite. Mais franchement, que ce soit le jouer ou le faire jouer, j'ai vraiment envie de jouer, de vivre ce truc en fait. C'est trop stylé. Dès que j'ai fini de vous scroller comme ça, moi je vais continuer à lire cet univers de dingo. Donc vous voyez, il y a vraiment de très très beaux tableaux. Enfin ça c'est vraiment le type d'illustration qui je trouve est et juste dingue. Et en fait, là, on arrive. Vous savez pourquoi je parle un peu pour ne rien dire? C'est parce que comme ça, ma détection de voix, elle va faire que quand je vais détecter les silences automatiquement pour faire des cuts, ça vous passera moins d'images. Bon, on arrive au casting de la cour. Donc du royaume, et là on peut vraiment mettre en scène un peu un jeu politique. Alors c'est pas un jeu de rôle qui met en avant des mécaniques d'intrigue politique, mais il y a vraiment beaucoup de personnages à rencontrer à la capitale. Il y a quand même une sacrée galerie de PNJ quoi. Et tout ça, ça va permettre de créer des liens, de faire que les chevaliers vont s'attacher, qu'ils vont avoir des choses à perdre, tout ça. Et finalement d'ajouter de la complexité dans toutes ces histoires et des enjeux. Ensuite, on a alliés, adversaires et monstres. Donc ça va être comme une sorte de bestiaire, mais encore une fois, elles ont pas de stats. Vous voyez, par exemple, on a les oiseaux parlants, le roi aux ailes rouges. Oh là là. Crownless. Donc ça, c'est les bandits, quoi. C'est les banditos qui en ont rien à foutre de la couronne. Alright. Un dragon, bien sûr. Il nous fallait un dragon. C'est un truc un peu arthurien, on rappelle. On a des morts vivants. Enfin, je sais pas si vous trouvez ça aussi stylé que moi. Moi, je m'excite tout seul chez moi, là. Mais genre vraiment, je trouve ça trop bien. Il y a d'autres jeux western fantasy comme ça. On a typiquement le truc de Savage World là, qui est motorisé par Deadlands et tout. Et c'est moins les trucs qui me parlent parce qu'en fait, moi, j'adore tellement la fantasy, le côté arthurien, les mythes, tout ça. C'est vraiment l'angle qui me parle le plus pour aller aborder ce truc. Là, on a des conseils de Game Master. Donc ça, c'est cool parce que surtout quand on a des jeux un petit peu qui ont leur propre mécanique là. Transmettre un petit peu les thèmes, les mécaniques originales du jeu, c'est sympa. Puis ensuite, on a des histoires. Alors moi, les histoires, j'avoue, c'est souvent, je vais préférer, je pense, découvrir les tableaux des régions que lire ces histoires, mais en même temps, elles sont pas trop longues. Donc voilà, le problème, comme toujours, est-ce que ça va être traduit en français? Si ça pouvait être traduit en français, eh bien, vous le trouveriez très vite sur Internet en posant la question. Moi, je ne suis pas allé vérifier, mais le jeu est en Kickstarter. Enfin, n'est pas encore livré à tous ceux qui l'ont kickstarté. Je crois que c'est un jeu de l'année dernière, en fait, qui a été kickstarté l'année dernière, donc qui est très récent. J'espère qu'il sera traduit en français, peut-être. Effectivement, ça faciliterait la lecture de toutes ces petites nouvelles, ces petites histoires, mais voilà. On arrive au bout du livre et grosse claque pour moi, perso. Le jeu coche beaucoup de cases de ce que j'aime bien, en termes d'ambiance, de tropes, etc. En termes de règles, je sais pas trop. À voir en jouant. Ça a l'air sympathique. À voir si c'est pas un petit peu redondant au fil d'une campagne, mais je sais pas. J'ai l'impression que c'est plutôt un jeu qui invite à pas lancer 50 fois les dés par séance. Je pense que je vais me mater un petit actual play, un truc comme ça. Je vais continuer à lire le bouquin et j'espère y jouer un jour. Sur ce, je vous remercie de m'avoir écouté. C'est cool. Si ça a pu vous faire voyager un petit peu ces illustrations, vous faire imaginer des trucs, peut-être même pas pour avoir ce jeu-là spécifiquement, mais juste que le jeu vous a inspiré, c'est cool. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à mettre un petit sou dans la cagnotte sur Tipeee si vous voulez soutenir, ça ferait énormément plaisir d'avoir de votre soutien. Je remercie encore tous ceux qui le font déjà. Et puis, je vous dis à très bientôt sur le bon MJ.